Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test complet. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Mi 10 qui succède donc au Mi 9 et qui succède un petit peu au Mi 9 5G qu'il y a eu en Chine mais pas chez nous, et ce qui fait qu'il y a des différences significatives. Tout d'abord, on a eu la différence surtout sur le prix qui a fait pas mal parler de lui puisqu'il était vendu, je crois, alors c'était 550 ou 500 € en tous les cas, donc tout de même, pour un haut de gamme, on avait ce côté Xiaomi pas cher, et on est passé à 800 €. Donc une augmentation assez substantielle et vivement critiquée. Là où beaucoup de marques sont passées par paliers chaque année en passant de 50 à 100 € de supplémentaires, ici ça a pris directement 200-300 € de plus. C'est énorme et c'est mal passé. Alors après, l'idée c'est surtout aussi de monter en gamme puisque de l'autre côté, on a Redmi qui s'est séparé de Xiaomi mais qui reste en soi la même entité et qui fait un peu comme du Huawei Honor. Xiaomi passe dans l'autre gamme et on a Redmi qui passe dans plus justement ce côté rapport qualité-prix, ce côté internet qu'incarnait au départ Xiaomi avec le dernier de son genre, le Xiaomi Mi 9. On a aussi le Mi 9T Pro, mais qui en soi était déjà le Redmi K20 et l'équivalent un peu moins cher de ce Mi 9, en un peu mieux d'ailleurs, et c'était toujours un peu bizarre. On va voir justement ces différences-là, ce qui fait que, est-ce que c'est justifié ou pas, c'est vraiment la grosse question. Pour beaucoup, c'est mal passé. Est-ce que réellement Xiaomi a fait des efforts? Eh bien, on voit ça tout de suite. Au niveau du design, on a une évolution qui est clairement visible. Alors, on a quand même des choses qui sont similaires en termes de design. On a le dos qui est, lui, incurvé, mais on a un traitement qui est déjà bien meilleur. On peut voir ce côté un peu irisé avec cette multiplication de la même source, alors qu'ici, ça reste beaucoup plus simple. C'est ce qui peut déjà expliquer le prix. On a 4 capteurs photo. On reprend un petit peu d'ailleurs le design de ce qui a été proposé par le Mi Note 10. Ensuite, on a les deux capteurs, on a les deux boutons volume et power. En dessous, on a ici le petit USB-C avec le dual SIM et l'un des haut-parleurs. On a ensuite donc l'écran qui lui est du écran 90 Hz qui, en plus de ça, est poinçonné avec ce côté incurvé. L'ensemble est assez cher. Le haut-parleur duo aussi, donc pour le double haut-parleur, et on a même un troisième haut-parleur pour l'écoute téléphonique, donc ça va un petit peu loin là-dessus. On a le capteur IR qui est présent, et voilà, un petit peu le smartphone. Le tout avec cette tranche en métal qui, elle, non pas mate, mais brillante, pour aller avec le dos en verre. Alors ce qui fait qu'en termes de design, on peut voir une différence qui est assez intéressante, puisque là on avait un écran qui était plat, avec des bordures un peu plus épaisses aussi au passage, et une encoche goutte d'eau, là on avait d'autres alternatives, et puis du 60 Hz, mais bon, ça c'est un peu plus normal. On a aussi le petit fait, les petites choses que je l'avais déjà dit dans la prise en main, c'est le côté, ici, la bordure qui est en plastique, qui là est cachée, alors que là elle est visible, ce qui fait que c'est moins premium. Donc c'est déjà ce genre de choses où, clairement, ils ont un peu fait évoluer leur téléphone. Ça a été, je crois, aussi la même chose sur le Mi Note 10, mais qui était quand même vendu beaucoup moins cher. On a un design qui est soigné, par contre une des premières choses qu'on va sentir, c'est qu'il pèse lourd. Il pèse 200 grammes et la version Pro, elle, je crois, est de 220 grammes avec le x5. Donc on est sur un mobile qui est lourd, c'est quelque chose que moi je n'apprécie pas vraiment. Ici on est déjà sur du 180, mais là on monte un petit peu encore plus avec quelque chose qui en main va être un peu désagréable parce que clairement on va le sentir. Alors à deux mains ça va, c'est pas très grave, mais moi je l'utilise à une main, et ce qui fait que c'est quelque chose qui fait clairement lourd, ce qui fait que j'apprécie pas trop, et au bout de la journée, sachant que il repose pas mal sur mon petit doigt, ça va me tuer le petit doigt. C'est le truc con, mais ça va jouer. C'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, ce qui est proposé alors pas exactement la même gamme, mais de la même année, ici, ce que vous aurez bientôt en test, le Oppo Find X2 Neo, qui lui est de 170 grammes. La différence se fait clairement sentir, et c'est nettement appréciable.
Autre chose aussi, c'est l'écran de 6.7 pouces. Tout le monde s'y est mis, ce qui est normal, il n'y a rien de spécial à dire dessus, mais pareil, ça fait grand, ça fait très grand, et pareil, c'est moins ergonomique que, pour moi, la bonne limite, c'est le 6.4 pouces qui avait vraiment le bon ratio. Là, on part sur du ratio encore plus grand, et moi, j'apprécie un peu moins, ça reste subjectif. Bon, à voir plus tard, mais clairement, là, on commence à être sur des limites qui vont être un peu démesurées, comme le 5.7, voire 6 pouces qu'on avait en 16/9 à une certaine époque. Ce qui fait que le design en lui-même, en soi, les 6.7 pouces et le côté lourd, c'est pas spécifique à Xiaomi. Pour le coup, justement, ils ont fait des efforts par rapport à l'ancienne gamme, puisque avant, on n'avait pas ces efforts, qui fait que il était plus lourd que ce qu'il y avait dans la moyenne des hauts de gamme. Là, ici, on est sur ce qu'il y a dans la moyenne des hauts de gamme, que ce soit en taille d'écran, ou que ce soit sur le côté lourd, justement, sur son poids. Il est aussi un peu épais, hein, il abrite une grosse batterie de 4700 mAh, donc ça, il n'y a rien d'anormal là-dessus. Ce qui fait qu'au moins, ça permet une bonne prise en main, et on a un côté arrondi qui reste agréable. En plus de ça, on a une coque qui est fournie avec, une coque qui est assez épaisse, ce qui fait que c'est quand même après agréable et ça permet de le protéger, même si malheureusement pour moi, il a été cassé. Donc ça, vous pouvez le voir juste ici, après une petite chute, et malheureusement il a pris un peu le gravier. Je ne sais pas si c'est parce que justement la protection n'est pas assez résistante ou que le choc a été suffisamment fort pour le casser, mais c'est l'un des très très rares, voire même le premier que je casse en étant en prêt. Donc malheureusement là-dessus, il n'a pas eu de chance. Au-delà de ça, pour les capteurs photo, on a quand même quelque chose qui ressort un peu. Donc ça, après, on est sur du 108 mégapixels, mais on n'a pas de x5. Donc ce qui fait que c'est un peu dommage. Après, je pense que c'est normalisé avec la version Pro qui lui a du x5. Mais ça ressort un petit peu, donc attention à ça. Même si normalement, la coque protège ça avec normalement des bordures qui sont un peu épaissies à cet endroit-là. On a bien évidemment les traces de doigts qui sont présentes, hein, comme vous pouvez voir, hein, donc ce qui fait que bon, ça c'est logique, surtout avec moi et mes mains. Donc rien de spécial, hein, comme d'habitude, c'est quelque chose qu'il faudra faire attention parce que ça se salit plutôt vite, même si les traces de doigts ne se font pas trop voir. Alors en comparaison, voilà ce qu'on peut faire avec le Mi 9. C'est à peu près équivalent, mais après avec moi, peu de smartphones arrivent à s'en sortir correctement. Pour l'ergonomie, comme ce que je disais, on est sur un écran qui est trop grand, donc clairement, vous voyez que je dois vraiment étendre ma main pour descendre la barre de notification. Après, on a toujours cette façon-là, mais quand on est dans des applications, on n'a pas cette possibilité. Bonne chose quand même, par rapport à d'autres smartphones, le poinçon a été mis à gauche. Comme la plupart des gens sont droitiers, forcément, ils vont pouvoir descendre de cette partie-là. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et même si je n'ai pas encore eu la possibilité de tester, on n'a pas le poinçon au centre, donc ce qui fait que ça reste plutôt discret dans les applications. Et même globalement. Alors, en plus, vous pouvez voir, j'ai beaucoup de notifications, mais ça se confond bien avec le décor, donc c'est plutôt une bonne chose. Je le remarque pas, donc ça me fait vraiment penser à ce qui a été fait aussi, par exemple, par Honor, ou notamment tous les derniers haut de gamme de cette année qui ont tendance à le mettre à gauche. Bonne chose aussi, on n'a qu'un seul capteur, ce qui permet de le garder discret. On a une bordure qui est fine en bas, globalement c'est assez équilibré, c'est bien les mêmes bordures de chaque côté, et ça reste assez fin, donc pas grand chose à dire. On peut voir que les antennes sont assez discrètes. On a le haut-parleur qui aussi est quand même bien discret, et par rapport au Mi 9, on avait quelque chose qui était hyper large, qu'on peut voir ici avec une bonne partie qui était en fait pas du tout le haut-parleur, mais qui faisait croire à ça. Ici, on a un petit haut-parleur, mais qui correspond bien à ce qu'on est censé avoir. Le placement des capteurs aussi bien fait, je trouve que justement en plus de ça, même si c'est un peu plus gros, ça reste, je trouve, mieux, plus design que ce que propose le Mi 9, donc c'est aussi une bonne chose. On a quelque chose qui s'intègre mieux, je trouve, par rapport au design, où je trouve que ça faisait trop petit, ou trop sur le côté sur le Mi 9, ici ça passe un peu mieux. Donc bonne chose aussi, je pense que c'est le côté un petit peu plus épais, un peu plus gros de ce cartouche de capteur avec celui-là ici, qui passe bien. Bonne chose, ils ne sont pas tombés dans ce qu'ont fait certains, c'est-à-dire de mettre un espèce de gros cartouche un peu comme le Galaxy S20, qui ne fait clairement pas beau. Je préfère ce côté tout en longueur qui, je trouve, est plus design. Passons maintenant à la surcouche. Alors malheureusement, je n'ai pas la possibilité de tester MIUI 12, donc je vous envoie vers les autres testeurs pour ceux qui veulent MIUI 12. Là actuellement il est sur MIUI 11 et ça va pas être déployé tout de suite, donc ce qui fait que il faudra encore attendre un petit peu.
Au-delà de ça, MIUI 11, c'est malheureusement une surcouche et je pense que je vais faire assez rapide puisque c'est en fin de vie et au pire vous pourrez voir face aux autres tests réellement ce que ça vaut. Le problème étant surtout un problème de veille, on en reparlera dans l'autonomie, un problème de veille qui n'est clairement pas maîtrisé, donc ça c'est une première chose. On a aussi le côté, la gestion de la RAM qui reste quand même assez agressive. Donc ça, c'est une autre chose. Globalement, je ne le trouve pas spécialement rapide. Encore une fois, je pense que c'est dû à la surcouche. MIUI 11, pour moi, n'a pas été une grande réussite. Et résultat, on n'a pas des animations spécifiquement rapides. Donc c'est un peu dommage parce que, encore une fois, ça dénote un petit peu une surcouche qui commence à vieillir et qui, clairement, n'arrive plus vraiment à la hauteur de ce que propose la concurrence. C'est clairement une chose qui va poser problème. Bonne petite chose par rapport à ce qu'on avait en assistant que clairement je n'utilise pas. Ici j'ai du Google News, donc ça permet au moins de rester informé. Moi qui ne regarde jamais les news, c'est ce qui permet de le faire. La surcouche reste en soi quand même assez jolie à regarder. Alors j'essaie de remettre la luminosité un petit peu mieux. Là je pense que ce sera mieux. La surcouche reste en soi jolie à regarder, elle est globalement fluide. Les premiers jours avaient quand même quelques petits soucis de fluidité alors qu'on était en 90 Hz. On a la possibilité d'ailleurs de changer cette partie-là. Alors, ça c'est une chose, par exemple, le bouton paramètres qu'on a du mal à toucher. On a ici la possibilité de changer le 60 au 90 Hz, mais clairement en termes d'autonomie, on a quand même une différence. Après, encore le problème étant, dans tous les cas, un problème surtout de veille. L'encoche, on peut masquer l'encoche si on veut, c'est quelque chose qu'il y avait déjà sur Mi 9, mais si vous voulez justement ne pas du tout le voir, vous avez cette possibilité. Le problème étant que ça fait un peu à la Pixel 4, un problème où en bas ça reste très fin, mais en haut c'est très épais dû à ça. Par contre, ça reste très noir, l'écran est bien choisi, mais on a vraiment cette possibilité de faire ça, ou même d'avoir, ah oui non, c'est cette partie-là, d'avoir juste cette partie-là masquée en noir avec les notifications, ce qui peut être plutôt bien, tout en ne voyant pas le poinçon. Donc après, à vous de voir selon ce que vous cherchez, si le poinçon, justement, vous déplaît. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment les trois choix pour le coup, puisque on peut avoir ce côté un peu noir avec tout dedans, ce qui est, je trouve, plutôt une bonne chose avec le poinçon, ou, encore une fois, tout caché, avoir tout en dessous, ce qui permet d'avoir un seul écran. Et justement, pour pallier au problème d'ergonomie, ça peut être une bonne chose puisque c'est plus facilement accessible. Donc après, à vous de voir. Pour le coup, le poinçon, personnellement, ne me dérange pas, donc je le laisse tel quel. Vous avez pas mal de, et c'est la chose positive de MIUI, vous avez pas mal de petites choses possibles. Alors le mode anti-sentiment, on a des modes nuit bien évidemment qui sont présents, donc justement pour avoir tout le côté noir et avoir quelque chose de moins agressif. On a un petit mode lecture, hein. Bon ça c'est le côté classique, j'en reparlerai sur l'écran. Hop, et c'est bien que je le désactive. On a les toggles qui sont présents, donc avec cette possibilité. C'est quelque chose qui est vraiment bien du côté de MIUI, c'est qu'on a plein d'options. Le problème, et ça a toujours été un problème, en tout cas qui, face à la concurrence, se voit de plus en plus, c'est un problème d'ergonomie, encore une fois, puisque même s'ils se sont améliorés avec MIUI 11, on a un... Voilà, par exemple, encore une fois, ça merdouille un peu. On a beaucoup trop de paramètres présents par défaut. Aujourd'hui, beaucoup de surcouches se sont améliorées pour en afficher le moins possible tout en ayant autant de paramètres présents. C'est-à-dire qu'ils ont fait une ergonomie pour que ce soit visuellement agréable et aéré. Et MIUI, même si entre le 10 et le 11 il y a eu des améliorations, c'est pas encore ça. MIUI 12 semble améliorer ça et avec pas mal de modifications diverses et variées, ce qui fait que je peux dire que malheureusement sur MIUI 11, ce que j'en pense. Il faudra surtout voir avec le temps. Globalement aussi, j'en reviens, hein, on avait des problèmes de fluidité au départ, donc après quelques jours, ça s'améliore, on a quelque chose qui est globalement assez fluide. Alors après, ça va dépendre des applications et de leur optimisation, mais globalement, j'ai vraiment pas eu à me plaindre du 90 Hz qui ne suivait pas. Donc c'est vraiment une bonne chose, on est sur quelque chose qui est maîtrisé, et clairement, ça fait du bien là-dessus. Parce que c'est clairement pas le cas de tout. Globalement, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est un gros problème, globalement, de MIUI, c'est un problème d'optimisation. L'optimisation ne fait pas partie des priorités, je pense, de MIUI, alors peut-être avec MIUI 12, justement, mais elle ne faisait pas partie des priorités. D'ailleurs, il y a eu très peu de mises à jour, en tout cas côté international, du côté de MIUI 11 par rapport à ce qu'il y a d'habitude, puisque je sais que sur MIUI 10, on avait des mises à jour tous les mois, là où sur MIUI 11, je crois que depuis novembre, j'en ai eu 2 ou 3 grand maximum, ce qui n'est pas incroyable, puisque j'utilise le Mi 9T Pro au quotidien. Et même, j'utilise, au-delà de ça, j'utilise aussi le Mi 9 pour le mettre à jour et voir un petit peu les différences, donc ce qui fait que, ça, on le sent, on a un impact. Alors, vu que j'y pense aussi, on a cette petite partie où on a du Always On Display, ce qui est plutôt cool.
Le Always On Display est plutôt joli, on a d'ailleurs encore une fois beaucoup de choix possibles, mais malheureusement, le problème du Always On Display, c'est qu'il n'affiche pas tout en termes de notifications. Là où beaucoup plus de surcouches, je vais pouvoir en proposer plein, ici il n'en propose que peu, ce qui est un peu dommage. Mais au moins, vous avez beaucoup de choix pour tout ce qui est affiche, et en plus de ça, là-dessus, c'est qu'on va en avoir plein de différents. Je crois que, voilà, là, il nous montre en fait tout ce qui est possible. Mais malheureusement, on est un peu limité sur les applications qui peuvent afficher, ce qui est vraiment dommage. Regardez bien, j'ai tout ça en notification, j'en ai de plein de différents, mais il m'en affiche au final, bon là, il m'en affiche pas, mais toutes les nouvelles, ça va se limiter à des applications un peu principales. Les messages, les appels, Facebook, je n'ai pas Twitter, je crois. On a du Telegram, mais voilà, là, ce Mi 9 là, je viens de l'allumer, tout ce qui m'affiche, c'était uniquement Telegram. Alors qu'il y en a plein d'autres. Donc c'est plein de petites choses comme ça, ce qui fait que c'est un peu dommage, c'est quelque chose que j'espère sera amélioré. Dernière chose, je pense que on n'est pas optimisé en termes du capteur ici, du capteur capteur d'empreinte, puisque il est à peu près aussi rapide que la génération 2. Par contre, le petit ajout, c'est qu'on a un petit moteur haptique qui est présent et qui fonctionne plutôt bien, donc c'est assez agréable, mais j'ai déjà vu aussi rapide sur l'année dernière, et on est passé à du 3.0 qui est censé être beaucoup plus rapide. Donc c'est quelque chose qui va être aussi à améliorer, et j'espère que MIUI 12 va l'améliorer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, MIUI 11, c'est pas une mauvaise surcouche, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai plein de reproches à lui faire. Des reproches que je reproche déjà depuis quelques temps, mais qui sont toujours présents. Donc j'espère réellement que MIUI 12 va améliorer tout ça et va permettre d'avoir une meilleure optimisation globale pour l'utilisation et que ce soit agréable au quotidien. Néanmoins, ça s'améliore quand même, et on sent que ici, sur ce midi, ils ont fait un peu plus attention. Donc j'ai hâte de voir sur le prochain, surtout que si j'avais quand même, avant d'avoir le petit correctif de sécurité, j'avais quand même quelques petits ralentissements divers et variés à l'utilisation globale, ça s'est amélioré, ainsi que pour l'autonomie, mais on va en reparler. Parlons un peu de l'écran, puisqu'il y a eu aussi une très bonne amélioration là-dessus de la part de Xiaomi. On est sur un écran qui est du 6.7 pouces, comme tous les concurrents à l'heure actuelle, en 1080p, AMOLED, avec du lecteur d'empreinte en dessous, 90 Hz. C'est ce qu'on a un peu globalement du haut de gamme. Au niveau de la gestion, alors je ne vais pas en dire grand chose, mais au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de très joli, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. On a quelque chose de très lumineux, et au minimum, très peu lumineux. Donc globalement, ça se défend bien. En plus de ça, la gestion de la lumière est bien gérée, et par exemple, bien mieux gérée que ce que propose le Oppo, qui a tendance toujours à mettre un peu trop de lumière. Donc quelque chose aussi qui est quand même positif, parce que c'est pas forcément tous où ça va être bien géré, mais là-dessus, la gestion de la lumière par rapport à la lumière ambiante est bien gérée. On a, comme je l'ai dit précédemment, un mode nuit, donc pour mettre tout l'écran noir. On a un mode lecture pour avoir quelque chose de plus reposant. On peut sélectionner notre taux de rafraîchissement, donc en 90 ou 60, selon ce que vous préférez. On va avoir la possibilité, ici par exemple, je l'ai mis en couleur originale et froid, parce que par défaut, ça aura tendance à rester, alors on a un beau blanc, mais je trouve parfois un petit peu trop saturé. Donc ce qui fait que, attention à ça, moi je préfère personnellement rester sur quelque chose de froid et naturel. Ça rend les couleurs globalement plus agréables, visuellement plus vraies. Donc là il est un peu largué, parce qu'il y a un peu trop de blanc. Ok. Au-delà de ça, l'écran, on a le côté incurvé, c'est vraiment pas grave en soi, puisque on n'aura pas trop de gêne à l'utiliser de cette façon-là. Le côté 90 Hz est plutôt bon. On est sur ce que propose la concurrence, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et j'ai pas eu de gros ralentissements spécifiques, à part que le 90 Hz, par exemple, sur Chrome ne fonctionne pas. Ça va vraiment dépendre des applications. Néanmoins, en tout cas, globalement, l'écran est plutôt bon. Je vais pas vraiment m'étendre là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on est sur des écrans bons dans tous les cas. C'est juste, voilà, vous avez plus la possibilité de mettre, en tout cas pour moi, en couleur originale et froid, et ça le rend agréable visuellement.
Vous avez un mode anti-scintillement, parce qu'à faible luminosité, ça peut scintiller un petit peu, ça ne se perçoit pas forcément, mais ce qui fait que ça va fatiguer vos yeux. N'hésitez pas à l'allumer, comme ça vous avez quelque chose qui reste plus agréable. Le mode nuit, je vais vous le montrer un petit peu, vous avez même, comme vous pouvez voir, la possibilité de le planifier, et vous avez tout qui passe en mode nuit. Après, les applications, elles, vont dépendre de ça, mais le système, lui, va passer en mode nuit. Donc c'est quelque chose qui, pareil, est bien intégré, donc pas grand-chose à dire de plus. J'ai déjà parlé de l'encoche, mais je le redis, pour ceux qui n'aiment pas le côté poinçonné, vous avez la possibilité de le mettre en noir avec les notifications, ou carrément de le cacher complètement et d'avoir un écran qui sera par contre pas très symétrique, mais au moins vous n'aurez pas du tout le poinçon visible. Ce qui fait que, globalement, en tout cas, voilà, c'est un bon écran, j'ai vraiment pas grand chose à dire, ils sont tous maîtrisés aujourd'hui, Xiaomi en fait partie et c'est emmerdé à prendre un bon écran, on a le côté incurvé, donc pas grand chose à dire de plus. On va parler maintenant un petit peu son, puisque aujourd'hui on écoute toujours du son, et Xiaomi a mis en avant son double haut-parleur stéréo. Donc on en a un ici et un ici, en plus d'avoir celui des haut-parleurs pour le téléphone, mais j'en parlerai pas. Et donc ce qui fait qu'en termes de son, on va mettre un petit extrait. Après, cet extrait qui était un peu fort et peut-être désolé pour les oreilles. Alors, ce qui fait qu'on a ce gros avantage, ce qui a été mis en avant beaucoup par Xiaomi, ce côté vrai double haut-parleur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans le domaine. C'est du vrai double haut-parleur et contrairement à ce que fait par exemple Google avec le Pixel 3, c'est qu'ils ont mis deux haut-parleurs, les deux mêmes, en haut et en bas, et ils ont essayé de le mettre en plus de ça symétrique, enfin vraiment parallèle. Donc on a vraiment ce côté comme ceci. Donc c'est plutôt une bonne chose puisque déjà, on a du vrai stéréo, c'est-à-dire que le haut et le bas, en tout cas des deux côtés, on aura la même basse, on a les mêmes médiums et les mêmes aigus, ce qui est quand même clairement appréciable. Donc ce qui fait qu'on a un son qui est très puissant, qui est très équilibré, et en plus de ça avec une bonne basse. Globalement on a quelque chose d'équilibré avec quand même vers la fin, de façon très puissante, on va avoir des aigus qui peuvent être un peu perçants, ce qui d'ailleurs vous a peut-être fait un petit peu mal. Mais globalement, on a une basse qui est vraiment présente, on a quelque chose de vraiment puissant, on commence à arriver sur des petites enceintes, des petites enceintes, clairement c'est largement suffisant pour tout le monde. Et on peut profiter quand même d'un film ou d'un YouTube à plusieurs, même partager un son sans problème, ce qui fait que c'est très très positif. Donc les doubles haut-parleurs sont vraiment réussis. Bien évidemment, aujourd'hui, on n'a plus de jack, hein, c'est plus présent, on n'a pas non plus, alors si on a, mais je n'ai pas testé, on a un adaptateur USB-C, mais c'est chiant et c'est forcément un peu moyen. Aujourd'hui, j'utilise autre chose et ça va me permettre de parler un peu plus Bluetooth. Aujourd'hui, dans le Bluetooth, j'utilise un FiiO BTR5 qui va me permettre de connecter mon téléphone à cet amplificateur, avec du double DAC et derrière, qu'on peut voir un côté 3.5 et 2.5 mm, et c'est une des références dans le domaine. J'ai un petit peu tout en termes de codec, et ce qui fait que c'est intéressant là-dessus, c'est quelque chose que je vais développer de plus en plus dans les tests de smartphones que je ferai, qui seront sûrement plus rares aussi. Il y a tous les codecs qui sont présents, du SBC jusqu'au LDAC et LDHC, HWA de chez Huawei, donc on a de tout, ça aucun problème. Tous les codecs un peu classiques, donc SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency ou HD,
On va avoir un petit souci, mais qui est valable pour tous les autres smartphones, donc c'est pas spécifique à Xiaomi, ce sont les égaliseurs qui vont être mis dedans. C'est une vidéo que j'avais expliqué là-dessus, c'est-à-dire qu'ils auront tendance à mettre des améliorations sonores sur ces codecs-là. Donc en gros, ils vont mettre un égaliseur un peu rock dessus, hein, plus de basse, plus d'aigu, comme ça fait plus fun, ça fait... voilà, donc ce qui fait que si vous ajoutez un casque qui est déjà comme ça en rajoute encore plus. Vous avez de la compression, vous pouvez avoir un son qui peut être un peu moins bien. Donc globalement, c'est ce qu'on va retrouver chez Xiaomi sur à peu près tous les modèles, et ça va avoir une basse plus importante, des aigus qui en plus de ça ont un mauvais rendu, je trouve. Alors je sais pas ce qui est fait derrière, mais je trouve que le rendu est vraiment pas bon, et par exemple un Honor Vue 20 qui en a pas, c'est vachement plus agréable et vachement plus précis en termes de son, donc c'est déjà une chose qui peut faire un petit peu mal là-dessus, c'est que le son hors LDAC HWA n'est vraiment pas terrible. Malheureusement, j'ai eu aussi un autre problème, ça n'a pas tout le temps été le cas, mais ça s'est clairement ressenti, le LDAC n'est pas optimisé du tout. Il y a des fois où le son sera très bien, et il y a des fois où le son sera vraiment compressé. Ce qui fait que on aura vraiment cette idée de compression, tout simplement, et ce qui fait que le son sera dégueulasse, alors que vous êtes censé être sur un codec HD qui, alors HD entre guillemets, hein, mais surtout qui n'a pas de modification derrière. Donc c'est clairement une mauvaise optimisation, donc soit l'antenne Bluetooth n'est pas top, soit derrière, encore une fois, le logiciel de Xiaomi n'est clairement pas optimisé. C'est un problème et ce qui fait que j'évite d'écouter de la musique du côté des Xiaomi en Bluetooth, parce que le rendu est un peu aléatoire et surtout tout ce qui est test Bluetooth, je ne peux pas le faire dessus parce que le son n'est pas neutre. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pas quelque chose que l'on peut désactiver. Encore une fois, c'est le cas de beaucoup d'acteurs, donc attention, par contre le coup du LDAC, ça le fait moins. Sachez que juste une petite chose, parce que c'est pas quelque chose qui est mis souvent en avant, les codecs AAC est largement suffisant pour tout le monde, et même pour des audiophiles. Averti. Mais clairement, voilà, moi je peux me contenter du AAC sur un Honor View 20 qui est bien optimisé et qui fait qu'on aura une qualité largement suffisante, il n'y a pas besoin de plus. Le LDAC peut juste permettre pour les autres smartphones d'éviter tout ce qui est justement amélioration entre guillemets sonore, qui en général va plus le casser qu'autre chose. Donc c'est un peu le problème, un mal pour un bien, après en espérant que Mi 12 encore une fois améliore tout ça. On va parler maintenant d'une autre chose, c'est la partie photo. La partie photo du Mi 10 est importante, puisque aujourd'hui elle intègre un 108 mégapixels en principal, un très grand angle de 20 mégapixels, ainsi que, et pour le reste, de la macro, donc j'en parlerai pas trop, et aussi un capteur pour le portrait, donc pour tout simplement faire le détourage. Donc on est sur deux capteurs, sachant que du côté du Mi 10 Pro, on a droit cette fois-ci à un x5 qu'on peut revoir sur Luminote, qui était pas mal du tout, qui se gérait plutôt bien. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est surtout l'une des principales différences sur la partie photo, c'est ça. Pour la partie photo, justement, donc le 108 mégapixels, on va se retrouver à peu près avec les mêmes défauts que ce que je trouvais sur le Mi Note 10. À peu près. Dans le sens où, la première chose, on va avoir comme défaut surtout ce bokeh qui est parfois très accentué. Ça, c'est un problème, ça dépend vraiment de vous. Si vous aimez beaucoup les bokeh, ça peut vous plaire. Mais pour moi, j'estime qu'il est trop poussé. C'est vraiment moi, j'en ai beaucoup de téléphones, mais celui-là pousse vraiment trop et on a un effet un petit peu... il veut trop en faire. Et ce qui fait que, en plus de ça, ça apporte un effet un peu sale à l'objectif, un peu délavé, un peu étrange en fait. Et j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à être dedans. Donc déjà, ça c'est une première chose. De l'autre, on a autre chose, c'est globalement l'API Xiaomi. C'est quelque chose que j'avais mis un peu en avant sur Mi Note 10, mais je l'avais pas testé avec autre chose. Mais l'API Xiaomi en photo est clairement aujourd'hui dépassé. Il est très très bien et compréhensible quand on est à 500 €, beaucoup moins aujourd'hui qu'on est à 800. Clairement, si je devais comparer, je l'ai pas fait, mais je prends beaucoup plus de plaisir à prendre sur un espèce de milieu de gamme premium de chez Oppo, plutôt que ce qui est proposé par le Mi 10 par défaut. Heureusement, il existe une solution qui s'appelle Google Camera. Google Camera qui permet justement d'utiliser les API de Google pour faire des meilleures photos et utiliser l'application qui est normalement présente dans les pixels.
Vous avez plein de portages, hein. Moi j'utilise un site, je pourrais pas vous dire, c'est un site qui est en slave, donc j'ai pas le nom, c'est slash... Voilà. Et j'ai utilisé la même application que ce qui est proposé par le MiFT. Pas parfaite, mais on peut utiliser l'application, enfin le capteur principal pour faire les photos et faire du x2 aussi si besoin. Même si on n'a pas de x2, c'est un x2 logiciel. Néanmoins, ça fait vraiment la différence. On peut utiliser le macro aussi, mais c'est pas terrible dans tous les cas. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est globalement le mieux. J'en avais déjà parlé dans ma prise en main, mais le problème de Xiaomi, c'est qu'il a tendance à trop forcer les couleurs, surtout quand les filtres sont actifs, à casser tout ce qui est contraste. Donc on a une espèce d'HDR qui est trop poussé, ce qui fait qu'on n'a pas ce respect d'ambiance que l'on a normalement, et on a globalement une bonne dynamique, mais qui essaie juste de trop en faire. Et ce qui fait que je trouve que ça passe pas. Je trouve que les photos sont pas très très jolies. Et surtout que ça pousse trop dans les couleurs, donc quand je fais des photos de fleurs, ça le faisait pas du tout. Et on était assez loin parfois de la réalité. Donc c'était pas super, moi j'y croyais pas. Et quand surtout je compare avec le même appareil avec Google Caméra, on a quelque chose qui est beaucoup mieux. Alors ça force un peu plus au niveau du détail, mais on récupère beaucoup plus d'informations, parce que l'autre problème c'est que c'est bien d'avoir un 108 mégapixels, sachant qu'on est en pixel binding et on fait du 27, et entre le 27 et le 108, hein, le passage ne sert pas trop à grand chose en termes de différence, mais on est déjà sur une photo qui est lourde, puisqu'on fait du 8 mégaoctets, mais le problème étant que, c'est lissé. C'est très très lissé. Alors autant la différence sur un Mi 9T Pro se voit sans être non plus incroyable, même si c'est quand même beaucoup mieux, là la différence est encore plus nette, et clairement, on a l'impression que Xiaomi n'arrive pas à exploiter ce 108 mégapixels. Alors est-ce que c'est dû peut-être à l'influence des goûts chinois, parce que les Chinois aiment le côté très lissé? Je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible. L'autre possibilité, c'est qu'il n'ait pas encore eu le temps, et je l'espère peut-être avec MIUI 12, ça va être réglé, mais il n'a peut-être pas eu le temps de travailler sur l'API en question pour améliorer le rendu. Parce que je trouve que, alors je ne demande pas à ce que tout le monde fasse du réaliste, hein, chacun a droit à son identité, mais ici, c'est quelque chose qui, je n'apprécie pas du tout les photos. Le Phoenix 2 Neo, lui aussi, les photos sont pas super, elles sont pas super réalistes, hein, ça booste un peu au niveau des couleurs. Néanmoins, elles respectent une certaine réalité, un certain ensemble, avec son identité. Et on a quelque chose qui, en plus de ça, est bien optimisé. On sent la différence avec ceux de l'année dernière, et j'ai pas l'envie d'utiliser Google Caméra. Le Mi 10, par contre, lui, ça m'a donné envie. Et c'est un peu dommage, parce que il fait des photos qui sont bien sans être folles, et enfin sans être fou, oui, une photo folle, oui ça, je sais plus parler. Il fait des photos qui sont globalement correctes, mais on en attend plus, d'une part, de sa gamme de prix, et de l'autre, du capteur qui est utilisé, qui est forcément très mis en avant. Donc ce qui fait que, quand on compare, et j'avais fait dans la prise en main, donc n'hésitez pas à voir, même si je remettrai peut-être la même chose ici, mais ce qui fait que ça me donne pas envie d'utiliser sur l'application de base. Ça, c'est une première chose, et ce qui fait que c'est vraiment décevant de ce point de vue-là, donc voilà, vraiment sur la partie photo, j'en dirai pas plus. J'ai fait un peu de vidéos, je vais pas trop en parler non plus, je suis pas très axé vidéo, mais les vidéos, donc là on est sur du 4K 60 fps, ou même du 8K et 30 fps. La 4K 60 fps est plutôt bonne, et sachant qu'en plus de ça, de nuit, la qualité suit plutôt bien, parce que c'est là où je l'ai fait pour le coup, la qualité suit plutôt bien, et on a plutôt une bonne stabilisation. En 8K 30 fps, forcément, on a quelque chose qui va être plus saccadé que du 60, forcément. Ça va prendre beaucoup plus de place aussi. Et la qualité reste globalement bonne. La stabilisation est plutôt bonne aussi. Lorsque j'avais fait un live pour en parler de cette stabilisation, on avait une stabilisation qui était assez moyenne, qui n'arrivait pas du tout à suivre. Quand je l'ai testé, moi en tout cas, globalement ça suivait bien, je trouvais, il y avait vraiment pire, mais ça suivait plutôt bien. Donc ce qui fait que on est sur quelque chose qui, je crois, est mieux. Alors après, je sais qu'il y a une différence, je m'en souviens plus, je viens de dire, donc je vous ferai des extraits, mais le problème étant qu'en plus de ça, il y a une différence entre ce que vous voyez qui est filmé, qui est très stable, et la réalité des choses. C'est peut-être ça la différence. Je crois qu'on avait une stabilisation qui était limite mieux sur l'écran du téléphone au moment de filmer, que quand on regarde l'enregistrement après, où ça saccade un peu mieux, enfin un peu plus. Donc ce qui fait que, saccade, que ça bouge, ça tangue un peu plus. La stabilisation est pas forcément ce que propose la concurrence, mais ça se défend bien, et ça se défend mieux que ce que proposait le Mi 9. Le truc qui était bien sur le Mi 9T Pro là-dessus, c'est qu'ils avaient une stabilisation qui était très très basique. Je pense que c'était à base de ressorts simplement, juste pour compenser les mouvements et arriver à les absorber. Et ce qui fait que c'était vachement plus efficace. Alors,
on est sur quelque chose qui est plus complexe, mais le résultat déjà de base n'était pas forcément aussi bien. Néanmoins, Xiaomi arrivait à faire mieux, en tout cas du côté de Redmi, avec quelque chose de plus basique. Comme quoi. En tout cas, je vous mettrai tout sur la partie vidéo, c'est clairement pas mon domaine de prédilection. On va parler maintenant autonomie, puisqu'aujourd'hui l'autonomie c'est quelque chose qui est important, et sur ce Mi 10, j'ai des choses à dire. On a déjà deux choses positives, on est sur du 30 watts, que ce soit sur la charge filaire et sans fil, et ça se partage ça avec le Pro. Le Pro, lui, a la charge en 50 watts en filaire, donc un peu plus rapide forcément, ça va recharger plus rapidement, mais au détriment d'une batterie plus petite, puisqu'on est sur du 4700 sur le Mi 10 à 4500 sur le Mi 10 Pro. C'est pas clairement quelque chose qui va faire la différence en termes d'autonomie. Pour l'autonomie, justement, j'ai des choses à dire qui sont intéressantes, j'en ai déjà parlé un peu tout le long, notamment sur la partie surcouche, mais je reparle ici. C'est quelque chose qui est commun aux autres Xiaomi que j'ai en test, ou que j'ai gardé, et le problème étant surtout un problème de veille. On a une veille qui consomme beaucoup trop. J'ai d'autres smartphones, et encore une fois, malheureusement, Honor étant d'un excellent exemple, montre qu'on peut avoir une veille qui est très bien gérée, même avec beaucoup de notifications. Un Meizu aussi, un Meizu perd autant en termes de veille que ce que propose le Mi 10, sauf qu'il a une batterie de 3000. Et un S845 qui est moins bien énergétiquement parlant. Ce qui fait que, bon, déjà, c'est des choses qui sont importantes à noter. Le Mi 10 consomme beaucoup trop en termes de veille, tout comme le Mi 9T Pro. Et c'est un problème qui, pour moi, vient non pas du processeur ou quoi, mais plutôt de la surcouche Mi 8. Ce qui fait que si vous utilisez assez peu le smartphone, il va se vider quand même globalement assez vite, et vous aurez une autonomie qui sera vraiment très moyenne. Alors que, et même le problème étant que, au niveau des performances, je pense que la gestion des ressources reste globalement assez moyenne. En soi, je fais du 6 à 7 heures écran allumé sur une journée normale. Donc, une grosse journée pour moi, hein, c'est ce que j'utilise à peu près tout le temps, même si je me suis calmé à cause du boulot, mais on est sur du 6 à 7 heures écran allumé. C'est à peu près ce que j'obtiens aussi en ce moment aujourd'hui avec le Mi 9T Pro, où on est même parfois entre du 5 et 7 heures, ça va dépendre vraiment de l'utilisation, mais du 5 et 7 heures. Et j'arrive pas à faire mieux, là où un Honor 10 arrive à faire, enfin, Honor View 20 plutôt, arrive à faire plus aux alentours des 9 à 10 heures. Le Fan X2 Neo de chez Oppo, lui, arrive plus à faire aux alentours des 8 heures quand quand il débrouille bien aussi, et ce qui fait que, bah, forcément, et je trouve déjà mieux. Pareil, d'autres Oppo, ça fait globalement du 8 heures. On est plus sur du 7h30, 8h30 que ce que propose le Mi 10. Donc, ça fait que c'est un problème parce que j'ai pas l'impression d'avoir un smartphone spécifiquement autonome, même avec une batterie de 4700 mAh, ce qui est en soi énorme. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, m'embête parce que, bah, on est sur un haut de gamme, mais l'autonomie ne suit pas. Je sais que le S20 est un peu dans le même problème avec les smartphones Exynos, parce que Exynos ça aide pas non plus, et la surcouche aussi n'est pas non plus ultra optimisée. Donc c'est quelque chose qui va intervenir là-dessus. Si vous voulez tenir un petit peu plus en termes d'autonomie, et j'ai pu le faire une fois en Wi-Fi, c'est de mettre du 60 Hz, et on peut arriver plus facilement aux 10 heures. Donc oui, ça revient un peu le Honor, mais le Honor a une batterie de seulement 4000. Donc ce qui fait que, et puis un écran LCD aussi, hein, ça peut jouer aussi. Mais ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui, bah clairement, est un poil décevant, même si je m'y attendais, parce qu'on est censé avoir mieux que ça. Pour moi aujourd'hui, on est capable de viser du 8 heures et du 11 heures sur de l'autonomie classique avec un peu de veille, un peu beaucoup même, pour avoir une bonne autonomie. Ce qui fait que moi j'attends un peu mieux de Xiaomi, et encore une fois j'en attends un peu plus de Mi 8 12. Malheureusement j'ai pas eu d'équivalent en termes de S865, donc je ne pourrais pas comparer à d'autres concurrences de cette même année. C'est possible que le problème soit aussi présent sur d'autres smartphones, mais n'ayant pas pu les tester, c'est un peu dommage. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'il se soit par contre limité à du 90 Hz, parce que ça va permettre déjà d'utiliser une technologie qui est mieux maîtrisée, là où le 120 Hz, lui, n'est pas encore très bien maîtrisé et va consommer encore plus de ressources. Donc ça permet quand même d'avoir un bon équilibre autonomie-performance par rapport au 120 Hz, ce qui n'est pas négligeable. Pour tout ce qui est charge sans fil, malheureusement, je n'ai pas le module pour, donc je ne pourrai pas tester. Et le 30 watts, lui, bien évidemment, est rapide, comme ce que proposent les autres tests. Donc j'en dirai pas plus, juste que, bah, au moins, c'est bien, on a de la charge rapide partout, mais c'est ce qui est normal aujourd'hui dans ce que propose la concurrence.
Ce qui est logique, c'est que le Midis Pro, lui, se récupère le 50 watts, qui va plus ressembler au VOOC, enfin au Super VOOC que propose Oppo, avec ce double module de batterie, ce qui fait la différence. Ici, on est sur un gros bloc de batterie, là où le Midis Pro a une double batterie pour recharger les deux en même temps, et recharger en à peu près une demi-heure, ce qui est une très grande avancée. Même si ici on est rapide, clairement, le Pro sera encore meilleur. On va parler maintenant un petit peu de performance, puisque on va justement parler de ce que propose en termes de benchmark le petit Midis. Donc le Midis, en soi, donc pas grand chose à dire, hein, du S865 en 7 nanomètres, voilà, 4 cœurs basse performance, 3 cœurs haute performance, et un quatrième cœur qui est encore plus performant, donc ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement performant, puisqu'on va se retrouver avec un total de 12 500 points. Donc ce qui est assez énorme en soi, avec 8 Go de RAM, ce qui est assez énorme en soi, on est du 4000 en simple et 12 000 en multicœur, donc on est tout à fait dans ce que propose tout le monde, puisque tout le monde a le même processeur aujourd'hui, à part Huawei avec son Kirin 980, dont j'ai plus les scores, mais je crois que c'est en dessous, et Exynos aussi, mais j'ai plus les scores, j'ai pas les scores non plus, donc je ne saurais pas dire. On a aussi un Adreno, hop, ici. Donc juste les scores que je les montre vite fait. On est, alors face, ce qui serait bien, c'est que Geekbench mette à jour son truc, mais on est sur Geekbench 4, sur du 12 500, avec un Note 8 qui est à 6000. En comparaison d'ailleurs, le 765 est à 7000, donc le creuset est encore présent. Le 855 est plus aux alentours des 10 000 à 11 000, donc on gagne forcément un peu plus de performance. Rien de spécifique dans cette annonce très incroyable, à part une évolution logique, puisqu'on est passé sur les nouveaux processeurs, les Cortex A77. En lançant le temps de lancer GFX Bench, donc on est sur de l'Adreno, je ne sais plus combien, je m'y perds un petit peu, vous voyez, je perds un petit peu ce côté très technique que j'avais avant. Alors, hop. On est sur un Adreno 650, puisque oui, il y avait le 640. Alors, en termes d'autonomie, je vous montre ça rapidement ici. Donc on est sur du 3600 frames et 226 minutes d'autonomie. Donc 226, on est à près de 3 heures, quasiment 4 heures en gros, donc 3h45. Donc ce qui fait que ça c'est logique, on est sur du haut de gamme. Et pour la partie performance, on commence à en 90 Hz normalement, même si c'est pas dit, mais normalement c'est du 90 Hz. On commence à 4700. Donc hop, ici 4700, je sais pas si ça va se voir, et ça va redescendre à 3693. Donc on est sur quelque chose qui est très performant, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On perd quand même un peu de performance, mais on perd en gros 25%, ce qui est logique, à un moment donné il va chauffer. Hop, et si on se compare à des vieux téléphones, c'est génial. Est-ce qu'il y a le S20 ? Non, il n'y a pas le S20. Donc je ne pourrais pas comparer à d'autres smartphones beaucoup plus performants, sachant que face au Snapdragon 765, on est plus aux alentours des 2000 frames, et je crois que le Mi 9T Pro, lui, se compare plus à du 4000, entre 3005 et 4000. Donc en gros, on est au maximum des performances d'un 855, et donc le 860, je sais même plus ce qu'on est, ce processeur, je suis perdu moi. Vous voyez, ça me passionne vachement en ce moment les smartphones, je dévisse un peu. Néanmoins, vous me comprenez très bien. Ah oui, c'était 865. Donc ce qui fait que on est sur globalement des performances tout à fait bonnes. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. On est sur un gros smartphone qui permet de dissiper. On a une dissipation de chaleur qui est présente, qui nous a vendu Xiaomi, qui prend un peu toute la surface pour dissiper un maximum. Malheureusement, en n'ayant pas de comparatif avec d'autres smartphones, je ne pourrais pas dire. Mais on reste bien évidemment sur le très haut du panier. Il y aura tous les jeux qui vont fonctionner, rien de spécial. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on se retrouve sur Call of Duty, histoire justement, hop, de montrer un petit peu les capacités, même s'il n'y a rien de spécial en soi. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les paramètres à fond. C'est audio et graphisme, profondeur de champ très élevée. Bon, après,
il n'y a rien de spécial en soi, à part montrer du Call of Duty, mais bon, forcément, hein, c'est fait pour fonctionner sur un maximum de téléphones. Et on peut voir que c'est quand même super fluide, et c'est super agréable. J'ai tiré dans les pieds, c'est bien les pieds. Après, pas grand chose à dire, à part que c'est fluide forcément, et que je ne vois rien, à cause du trépied. Et voilà. Bon, ça reste toujours un jeu assez facile, et ce qui est bien, c'est qu'on a droit aussi au stéréo. Par contre, là, comme je suis, je cache, en fait, les haut-parleurs. Voilà, là, on les entend pas, parce que c'est caché. Donc c'est une première chose, donc, je sais pas si l'écran va se retourner. Donc il faut bien faire attention à comment vous mettez. Et donc là, normalement, ça devrait mieux fonctionner. Les petites choses que, bah oui, c'est un peu logique aussi. Et là, on entend beaucoup mieux. Et ce fait qu'on entend bien un son qui vient bien des deux côtés, ce qui est assez agréable. Alors vous l'entendez peut-être pas beaucoup, voire pas du tout, mais ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on n'a pas ce côté où il y a un côté qui va prendre le pas par rapport à l'autre. Donc ce qui fait que ça va un peu, pour le coup, par rapport à beaucoup de concurrence, ça prend l'avantage, et pour le côté gaming, c'est plutôt cool, et surtout que ça prend pas visuellement de place pour l'écran, ce qui est une bonne chose là où certains... là où certains, justement, vont prendre plus de... vont prendre plus de place, ou bah ce sera pas du tout... ça ne sera pas du tout équilibré, ce qui est le cas de la plupart des smartphones aujourd'hui. Donc là-dessus, c'est vraiment un bon point. On va juste faire un kill de plus. Bon. Alors au final, que penser de ce Xiaomi Mi 10? Eh bien, le Mi 10, c'est quand même un bon smartphone dans l'ensemble. C'est un smartphone qui a su évoluer et qui, pour le coup, montre que Xiaomi veut monter en gamme. Et il le montre clairement, il montre l'écran. Il y a des bonnes choses, hein. On a un très bon écran, on a le vrai double parleur qui est très bon, on a globalement le design qui a su évoluer et se mettre face à la concurrence, ce qui fait que c'est quand même globalement très réussi. On est aussi sur le côté un peu négatif qui est global à tous les smartphones, le côté très lourd, hein, le poids à plus de 200 grammes, voire 220 ou 230. En gros, c'est un peu dans ces cas-là. On a le côté très grand, hein, le 6.7 pouces, hein, qui commence à prendre de plus en plus le pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'amuse un peu moins. Mais globalement, on a une fiche technique qui est quand même bien équilibrée. Forcément, on a le dernier processeur avec la 5G, mais aussi chez nous, on s'en branle un peu. On a le côté 30 watts pour la recharge. Pour ceux qui adorent la recharge sans fil, vous serez comblés, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de smartphones aujourd'hui qui le font si rapidement, avec autant sur la charge filaire, donc c'est vraiment cool. Globalement, on sent quand même que Xiaomi cherche à vraiment augmenter, ça se voit pas forcément, mais à vraiment augmenter en qualité. Il y a des choses qui sont plus ou moins perceptibles, et malgré ça, il y a quand même des choses où je préfère, par exemple ici, alors c'est un peu plus personnel, mais le rendu de l'écran que ce que propose notamment le Find X2 Lite, enfin le Neo, j'ai pas eu le Pro encore, globalement le design, j'ai plus cette impression de haut de gamme du côté de Oppo, alors que c'est mieux le gamme premium, alors que là on est sur du haut de gamme, mais on sent qu'il y a, j'ai pas l'impression encore d'avoir un Xiaomi qui semble totalement libéré de ce qu'il proposait avant à pas cher. Donc c'est quelque chose que j'attends de voir encore. Je pense aussi que forcément, d'abord il y avait cette entrée en marché, donc les smartphones étaient faits sans vraiment gagner d'argent, voire peut-être en perdant un peu d'argent, et là aujourd'hui le but c'est de rentabiliser, parce qu'il y a des magasins qui s'ouvrent, parce qu'il y a des structures en Europe qu'il faut aussi payer en soi, il faut que ça soit rentabilisé, et c'est pas le même coût qu'en Chine. Et clairement, bah, on a aussi tout le côté taxe européenne, hein. On a tout ce qui est la copie privée, la taxe, en France c'est 20% aussi, ce qui fait que là on avait un Mi 9 qui était quasiment au même prix que ce que était proposé en France, entre Chine et France c'était la même chose, ici on a une différence, mais elle est plus logique, il faut rentabiliser tout ça, et il faut absolument que Xiaomi sorte de Chine, parce que aujourd'hui, il faut arriver à s'imposer. En plus de ça, il y a le Huawei Ban derrière qui est arrivé, donc bah, il faut que Xiaomi se fasse sa place, et ce qui est en train de se faire, face à une concurrence féroce qui est BBK, qui inclut donc OnePlus, avec Oppo, et bien évidemment
Vivo qui va bientôt arriver, et en dessous iQOO et Realme qui est l'équivalent des Redmi en fait. Donc ce qui fait que c'est une très grosse, pour le coup une très grosse concurrence, et il faut arriver à montrer l'écran avec un Oppo qui maîtrise déjà son côté premium depuis très longtemps, là où Xiaomi est encore en train de justement de le découvrir et de devoir le maîtriser. Donc j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. On est quand même sur une évolution et ça se voit avec le Mi Note 10, et ça se voit donc forcément avec le Mi 10 là, mais il n'y a pas si longtemps on était encore avec le Mi 9 avec plein de concessions un peu partout qui était logique pour sa gamme de prix, et un Mi Mix, c'était le Mi Mix 5G, Mi Mix 3, je sais même plus, Mi Mix 3 qui avait ce côté coulissant, qui était intéressant sur le moment parce qu'on essaie de cacher le capteur photo, mais qui dans la réalité était clairement, en tout cas pour moi, critiquable. J'avais pu l'avoir en main, même si j'ai pas sorti de test, j'avais pu l'avoir en main pour le coup quelques minutes, on en avait parlé, il y avait des défauts qui clairement pour le prix ne pouvaient pas passer, où il fallait déjà augmenter en gamme à ce moment-là. On sent que Xiaomi cherche petit à petit à gratter en gamme. Par contre, le problème ici qui a été dans l'exercice qui a été fait, c'est d'être passé d'un Mi 9 qui était à un peu plus de 500 € à ici un Mi 10 et Mi 10 Pro qui est à 800 et 1000 €, donc quasiment le double pour la version Pro, sachant que le Mi 9 était le plus haut de gamme à l'époque. Donc, ce qui fait que dans la réalité, j'ai un peu du mal, c'est un peu du mal à passer. Je pense que ça aurait dû être mieux fait de façon plus subtile. Ici, ça n'a pas été subtil, hein, c'est comme un gros marteau dans la gueule, mais il y a beaucoup de choses de positif, et ils essaient de faire quelque chose qui soit globalement plus agréable. On a un peu le même défaut, sauf que c'est fait un peu différemment, mais un peu le même défaut que ce que propose OnePlus avec la version T, les versions Pro en fait, pas les versions T, les versions Pro, qui clairement montrent qu'ils veulent monter en gamme, mais il y a encore plein de défauts qui font penser à un espèce de plus flagship killer avec des défauts. Xiaomi passe par cette même étape, et il faudra voir, je pense, plus l'année prochaine ou les futures gammes comment ça va être. Par rapport au 7 Pro à l'époque, on a des avantages qui semblent équivalents, on a quelque chose qui est équilibré, mais encore des défauts. Donc par exemple, encore une fois, c'est la photo, hein, c'est d'améliorer surtout la qualité logicielle globale pour le coup pour moi, pour Xiaomi, et un peu plus sur la qualité physique. Je trouve que c'est encore un petit peu quelque chose qui manque. On est sur quelque chose qui est globalement plus premium, mais je trouve qu'il manque encore ce petit truc qui fait qu'on a réellement l'impression d'avoir un truc premium. Alors, si je compare par exemple à S20, c'est déjà le cas, hein, c'est plus premium visuellement qu'un S20. Mais il manque encore un truc qui fait qu'on a l'impression d'avoir un téléphone haut de gamme. Alors, réellement haut de gamme, le haut de gamme premium. On n'en est pas loin, Xiaomi sur la bonne voie. Il manque le logiciel pour moi principalement, c'est son plus gros défaut, encore une fois surtout sur la photo, mais on sent qu'ils essayent, on sent que ça avance, et on est en pleine transition à l'heure actuelle. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description pour pouvoir l'acheter. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez les autres liens, hein, si vous avez de l'argent dépensé, mais pas dans un smartphone, ou du temps avec des pubs, ce sera toujours très agréable d'en recevoir, et merci déjà aux tipeurs actuels. Et n'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter, des retours d'expérience aussi du Mi 10, ça intéresse toujours bien évidemment, et si vous êtes d'accord tout simplement avec mon test. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.